En l'an 1956, l'ingénieur suédois Sven Berge présenta aux dirigeants militaires le projet d'un char sans tourelle. Tout le monde pensa qu'il avait perdu la raison. Les généraux riaient, les experts hochèrent la tête. Les spécialistes étrangers qualifièrent cela d'absurdité technique. Un char sans tourelle, disait-il, est une artillerie automotrice, et non un véritable char de combat. Pourtant, 10 ans plus tard, cette machine insensée était en service dans l'armée suédoise, et 20 ans plus tard, les tankistes britanniques et américains la testaient et la reconnaissaient comme révolutionnaire. Comment un seul homme a-t-il réussi à convaincre tout un pays de construire un char qui contredisait toutes les règles de la construction de blindés? Et pourquoi cette étrange machine a-t-elle servi pendant 30 ans, alors que tous lui prédisaient un échec? La guerre froide s'intensifiait, et la petite Suède neutre se trouvait dans une situation extrêmement désagréable. À l'est, la menace de l'Union soviétique planait avec ses milliers de chars, tandis que le propre parc de blindés des Suédois semblait déprimant. Ils étaient équipés de centurions britanniques, d'énormes mastodontes de 3 mètres de haut, pesant 50 tonnes et atteignant péniblement 35 km par heure. Pour la défense des forêts et des lacs suédois, ces monstres malhabiles convenaient mal. Il fallait un char national, adapté spécifiquement au territoire suédois. Au début des années 50 du XXe siècle, le ministère de la Guerre lança un programme de développement d'un nouveau char lourd sous le nom de code KRV ou Émile. Les exigences semblaient ambitieuses. Un poids d'environ 30 tonnes avec un armement puissant, une bonne protection et une grande mobilité. Un consortium des entreprises Landsverk, Volvo et Bofors proposa un projet avec un énorme canon de 155 mm dans une tourelle oscillante. Le projet semblait impressionnant sur le papier, mais il avait un problème, le coût. Le programme KRV exigeait des investissements colossaux que la petite Suède ne pouvait simplement pas se permettre. En 1953, lorsque les Britanniques acceptèrent de manière inattendue de vendre des centurions directement, les travaux sur le KR-5 furent formellement gelés. Mais officieusement, les discussions continuèrent. Les militaires comprenaient que le centurion était une solution temporaire et non une réponse aux problèmes à long terme de la défense suédoise. C'est à ce moment précis que Sven-Erik Berge entra en scène. Cet ingénieur de 40 ans travaillait à l'administration royale de l'armée pour l'armement, où il s'occupait de l'inspection de la production de chars. Mais Berge n'était pas seulement un fonctionnaire, il était officier de réserve dans les troupes blindées. Il pilotait lui-même des chars et comprenait leurs problèmes de l'intérieur. Plus important encore, Berge parlait couramment non seulement le suédois et l'anglais, mais aussi le français, l'allemand et le russe. Cela lui permettait d'étudier la littérature spécialisée sur les blindés du monde entier et de lire les originaux des rapports techniques et des études militaires. À l'été 1956, Berge termina l'analyse des rapports sur les pertes de chars pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Les statistiques étaient choquantes. Le risque d'être touché au combat dépendait directement de la hauteur du véhicule. De plus de la moitié de toutes les pertes de chars étaient dues à la perforation de la tourelle. Berge arriva à une conclusion radicale. Tout nouveau char devait être aussi bas que possible. Et la manière la plus simple de rendre un char bas était de supprimer complètement la tourelle. Le 22 octobre 1956, Berge déposa une demande de brevet intitulée « Avis concernant une invention suédoise ».
Le document décrivait une solution technique pour pointer le canon à l'aide des chenilles du char lui-même. L'idée semblait folle. Au lieu d'une tourelle rotative, le char entier devait tourner sur place pour le pointage horizontal, et pour le pointage vertical, une suspension spéciale serait utilisée, capable de lever et d'abaisser l'ensemble du châssis. Lorsque Berge présenta le concept de base en août 1956 à son chef de département Höglund et au chef du bureau des véhicules, Eric Gillner, la réaction fut froidement réservée. Un char sans tourelle, cela sonnait comme un retour en arrière vers les années 30, vers les canons d'assaut et les chasseurs de chars. Mais Berge fut incroyablement convaincant dans sa présentation. Il ne proposait pas simplement de supprimer la tourelle, il proposait toute une philosophie de la construction de chars, basée sur l'analyse des pertes réelles au combat. Berge avait étudié les succès des chasseurs de chars de la Seconde Guerre mondiale. Les Sturmgeschütz et les Jagdpanzer avaient montré une efficacité exceptionnelle en défense, grâce à leur silhouette basse et leur excellente maniabilité sur des chenilles courtes. Il analysa également le char B, un Français, avec sa transmission précise, qui permettait de pointer l'obusier de coque. Berge voulait combiner ces avantages. Profil bas, excellente maniabilité et pointage précis dans une seule machine. Mais pour cela, une transmission entièrement automatisée et un système de suspension révolutionnaire étaient nécessaires. Malgré le scepticisme, Berge obtint la permission de poursuivre le développement. La direction militaire comprit que si le concept fonctionnait, la Suède obtiendrait un char qui coûterait beaucoup moins cher que les machines traditionnelles, pour une efficacité au combat comparable. Dans un contexte de budget limité, cela semblait tentant. En 1957, la situation avait changé. Le programme KRV avait définitivement échoué en raison de problèmes d'armement, et les militaires commencèrent à chercher des alternatives. Au printemps de la même année, les travaux débutèrent simultanément dans 3 directions. La première direction, nommée Stridsvagn A, suivait l'école de construction de chars anglo-américaine. Une machine d'un poids de 42,5 tonnes, avec une silhouette imposante et une puissance de 20 chevaux par tonne. La deuxième direction, Stridsvagn T, représentait l'école franco-allemande. Un char léger de 32 tonnes, avec un blindage fin, mais une haute mobilité de 30 à 35 chevaux par tonne. Et la troisième direction était le concept de Berge, qui reçut le nom de Stridsvagn S, où le S signifiait Sverige, c'est-à-dire Suède. Les 3 variantes devaient être armées d'un canon de 105 mm, mais seule la variante S prévoyait l'abandon de la tourelle. Pour les militaires, c'était une expérience folle. Pour Berge, c'était la chance de prouver qu'il avait raison. Pour vérifier la faisabilité du concept, Berge chargea l'entreprise Bofors de créer un prototype du système de suspension et de transmission. Les ingénieurs prirent des chars américains, Sherman déclassés, et des canons d'assaut suédois, IK-Z-103. Ils y installèrent une suspension hydropneumatique expérimentale. Les résultats dépassèrent les attentes. Le système fonctionnait. La suspension pouvait lever et abaisser le châssis avec précision, assurant ainsi le pointage du canon à la verticale. Pour des essais ultérieurs, le système fut installé sur le châssis du projet inachevé KRV, en retirant 2 galets de roulement pour rapprocher la configuration de celle du futur char S. En 1958, le Parlement suédois mena un débat pour savoir laquelle des 3 alternatives choisir. La discussion fut houleuse. Les partisans de la variante A soulignaient la construction éprouvée et la fiabilité.
Les défenseurs de la variante T parlaient de la mobilité supérieure. Mais Berge prouva que seul son char sans tourelle pourrait combiner un faible coût, une excellente protection et une puissance de feu suffisante pour les conditions suédoises. La décision fut inattendue. Le Parlement choisit l'alternative S, bien qu'elle fût la plus chère des 3 variantes. Pourquoi? Parce que ce char avait une valeur symbolique. La Suède, pays neutre, voulait montrer au monde entier sa compétence industrielle. Créer un char d'un type fondamentalement nouveau que personne d'autre ne possédait était une question de prestige national. L'entreprise Bofors reçut le contrat pour la construction de 2 prototypes, nommés S1 et S2. Landsverk construisit les transmissions et Volvo assembla les moteurs. Le prototype S1 reçut un moteur électrique comme propulseur pour les tests de suspension, et le prototype S2 fut équipé d'un groupe motopropulseur hybride unique de Volvo, combinant un moteur diesel et une turbine à gaz. C'était une solution absolument novatrice. Personne n'avait jamais installé de turbine sur un char de série auparavant. À l'automne 1958, Bofors présenta les premiers dessins conceptuels du futur char. La machine ressemblait à un coin bas, presque plat à l'avant. La longueur du châssis était presque la même que celle du projet Emil, mais la ressemblance s'arrêtait là. Le Stridsvagn S était 70 cm plus large et 40 cm plus haut. La masse calculée était de 31 tonnes. Le compartiment moteur et transmission fut placé à l'avant. Une autre solution inhabituelle. La propulsion devait être combinée. Un diesel de 300 chevaux pour la marche normale et une turbine à gaz de 200 à 300 chevaux pour les vitesses élevées et les terrains difficiles. L'armement était également inhabituel. Le canon, fixé rigidement dans le châssis, était équipé d'un chargement automatique alimenté par un râtelier à munitions à l'arrière du véhicule. Cela signifiait que l'équipage pouvait être réduit à 2 ou même 1 personne. Aucun chargeur n'était nécessaire. Mais combien de personnes étaient réellement nécessaires pour faire fonctionner cette machine? Et quels problèmes apparurent lors des premiers essais des prototypes? Le 3 janvier 1961, Berge obtint le brevet américain numéro 2 968 828 pour sa suspension active. À ce moment-là, les militaires avaient définitivement validé le Stridsvagn S comme direction principale de la construction de chars suédois. Cependant, la variante A ne fut pas totalement rejetée. Bofors continua à travailler sur les 2 projets en parallèle pendant un certain temps. Le premier prototype, S1, se transforma en banc d'essai pour la suspension. Au lieu du moteur prévu, un moteur électrique fut installé, et comme armement, on utilisa le canon britannique de 105 mm L7. Le plus intéressant, c'est le seul char de la famille Stridsvagn S qui reçut une tourelle. Oui, sur le char sans tourelle, on installa temporairement une petite tourelle avec un canon automatique de 20 mm. Toutefois, pour préserver le secret, le châssis fut recouvert de tôle afin que personne ne puisse distinguer la véritable construction. Les travaux allaient bon train. Les Suédois développaient parallèlement au char lui-même l'armement et la propulsion. Les machines expérimentales devaient recevoir un moteur diesel Rolls-Royce B81 de 6,4 litres d'une puissance de 230 chevaux. Cependant, à la mi-janvier 1961, il fut décidé que les chars de la série 0, à partir de la 3e machine, recevraient d'autres moteurs. Les Suédois savaient déjà à l'époque que la turbine de Boeing serait trop faible, mais les militaires ne l'apprirent qu'après le début de la production en série. En 1960,
l'armée commanda 10 véhicules de pré-série. Ces chars arrivèrent pour les essais en 1963. Les tankistes militaires commencèrent à tester cette construction inédite et se heurtèrent immédiatement à un problème. 2 membres d'équipage pouvaient piloter le char et faire feu, mais l'entretien technique, le service de garde et le rechargement des munitions nécessitaient plus de personnes. La solution fut inhabituelle. On ajouta un 3e membre d'équipage et on l'assit face vers l'arrière. Ce radioconducteur était placé à l'arrière du char, dos au sens de la marche, avec un ensemble complet de commandes. Pourquoi ? Pour que le char puisse battre en retraite à vitesse maximale, en marche arrière, en gardant toujours son blindage frontal face à l'ennemi. Le conducteur arrière prenait simplement les commandes, et la marche arrière devenait pour lui une marche avant. Au printemps 1963, le char fut montré au public pour la première fois. Une sensation mondiale. Même le président des États-Unis, John Kennedy, exprima son intérêt pour la construction. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, rédigea une note soulignant les avantages du char suédois par rapport au M60 américain. Silhouette plus basse, poids moindre et capacité amphibie. Les Américains durent admettre, la petite Suède neutre avait créé quelque chose de révolutionnaire. Pour l'armement, on choisit le canon britannique de 105 mm Royal Ordnance L7. Le canon traversait tout le char et les douilles étaient automatiquement éjectées par la partie arrière. Le chargement automatique fonctionnait à une vitesse incroyable, 3 secondes entre les tirs. Cela signifiait 15 coups par minute, surpassant la plupart des chars à chargement manuel. L'automate était alimenté par 2 magasins, l'un pour 25 obus perforants, l'autre pour 20 obus explosifs. En 1971, le blindage fut testé par des tirs. Les obus perforants ayant une vitesse de 1308 mètres par seconde n'avaient que 50% de chance de percer le blindage incliné, bien que l'épaisseur de la plaque frontale ne fut que de 40 mm. Le secret résidait dans l'angle d'inclinaison, 78 degrés par rapport à la verticale. L'épaisseur effective augmentait considérablement. Le char reçut la désignation Stridsvagn 103. La hauteur n'était que de 2 mètres et 14 cm contre 3 mètres pour les centurions suédois. La suspension permettait d'abaisser le châssis de 13 cm supplémentaires. Derrière la crête d'une colline, le char disparaissait pratiquement de la vue. Sous le nez se trouvait une lame de bulldozer pour s'enterrer rapidement. Le plus radical était le groupe motopropulseur. 2 moteurs différents travaillaient ensemble. Un diesel Rolls-Royce K60 de 240 chevaux pour le mouvement ordinaire et une turbine à gaz Boeing 500 de 300 chevaux pour les grandes vitesses. Le Stridsvagn 103 devint le premier char de série au monde, doté d'un moteur à turbine à gaz. Le T-80 soviétique et l'Abrams américain n'apparaîtraient que bien des années plus tard. Le char devenait entièrement amphibie en 25 minutes, en déployant un écran de flottaison pliable. Les chenilles propulsaient la machine sur l'eau à une vitesse de 6,5 km/h. À l'automne 1964, l'armée commanda 70 machines de série. Les premiers chars Stridsvagn 103 A arrivèrent en 1967, et c'est là qu'il apparut que la turbine Boeing de 300 chevaux était désespérément trop faible. La puissance spécifique n'était que de 14,3 chevaux par tonne au lieu des 18 prévus. En 1970, débuta la production de la version B avec une turbine Caterpillar
de 490 chevaux. La puissance totale atteignit 730 chevaux. Tous les chars précédents furent modernisés à ce standard. À la fin de 1971, 290 chars avaient été construits. Et maintenant, le plus intéressant, comment les équipages réagirent-ils à cette étrange machine? En 1967, la Norvège compara le Stridsvagn 103 au Léopard, un Allemand. Écoutille fermée, le char suédois détectait plus de cibles et tirait plus vite. En 1968, l'école britannique des blindés de Bovington testa la machine pendant 6 mois et reconnut que le concept sans tourelle présentait des avantages significatifs. Les Britanniques, créateurs de chars légendaires, louèrent la construction radicalement nouvelle. En 1973, l'armée britannique du Rhin mena des manœuvres avec le Stridsvagn 103. La disponibilité technique ne descendit jamais en dessous de 90%. Le rapport final stipulait « Il n'a pas été possible de prouver un quelconque désavantage dû à l'incapacité de tirer en mouvement ». En 1975, les Américains testèrent le char à Fort Knox. Le Stridsvagn 103 tirait avec plus de précision que le M60 américain, bien que plus lentement, de seulement une demi-seconde. Les critiques affirmaient que le char ne convenait qu'à la défense, mais la doctrine suédoise était agressive. Les brigades équipées de Stridsvagn 103 étaient appelées brigades d'assaut. Leur mission était la contre-attaque contre les débarquements. Le profil bas servait à protéger l'équipage lors de l'attaque, et non pour une défense passive. Les 3 membres d'équipage pouvaient conduire et tirer. Même après la perte de 2 hommes, le char restait apte au combat. Une caractéristique unique. Jusqu'aux années 70 du XXe siècle, le Stridsvagn 103 prouva sa valeur. Dans les années 80, commença la modernisation vers la version C. Nouveau diesel d'étroite, télémètre laser, système de tir amélioré. Mais que s'est-il passé ensuite avec cet étrange char, et pourquoi l'a-t-on finalement abandonné? Le Stridsvagn 103 avait encore une particularité secrète, que le monde ne découvrit qu'en 1992. Une armure grillagée spéciale était montée sur la partie frontale du char, un filet métallique à distance du châssis principal. Cette protection était gardée dans le plus grand secret et ne devait être installée qu'en cas de guerre réelle. Pourquoi un tel secret? La grille était destinée à faire exploser prématurément les obus à charge creuse et les missiles anti-chars. Lorsqu'une munition à tête cumulative frappait la grille, soit elle explosait prématurément à distance du véritable blindage, soit la fusée était endommagée et l'obus ne détonnait pas du tout. Les essais montrèrent une grande efficacité contre les missiles anti-chars et les canons sans recul des années 70 du XXe siècle. Le jet cumulatif, après avoir parcouru 1 mètre ou 1,5 mètres dans l'air après l'explosion prématurée, perdait une part significative de sa capacité de perforation. Une protection supplémentaire était assurée par des jerrycans de carburant placés le long des flancs, à partir de la version C. Ils servaient simultanément de réservoir supplémentaire et d'écran anti-cumulatif. Les Suédois avaient pensé la protection dans les moindres détails. Dans les années 80 du XXe siècle, un problème apparut. Les chars soviétiques reçurent de nouveaux obus. Les obus sous-calibrés de 125 mm du char T-72 perçaient le blindage frontal du Stridsvagn 103 de part en part, de l'avant jusqu'au compartiment moteur. Les Suédois le comprenaient parfaitement. En 1980, l'armée exigea de reformer tous les chars et de les remplacer par le nouveau Stridsvagn 2000. Mais en 1982,
le gouvernement réduisit le budget militaire et ordonna de moderniser les vieux chars, au lieu d'en acheter de nouveaux. On commença le développement de la version D, la modernisation la plus ambitieuse. On prévoyait d'installer une nouvelle turbine à gaz, un système de protection NBC, nucléaire, biologique, chimique, des caméras thermiques pour le tireur et le commandant, un ordinateur balistique amélioré, un système de référencement du canon, un amortissement amélioré de la suspension, un blindage frontal supplémentaire et même un stabilisateur indépendant pour la mitrailleuse du commandant. Un prototype du Stridsvagn 103D fut construit. Mais l'affaire n'alla pas plus loin, car à la fin des années 80 du XXe siècle, l'inattendu se produisit. La guerre froide prit fin. L'Union soviétique s'effondra. La menace d'invasion disparut. Les budgets militaires furent drastiquement réduits. Le programme Stridsvagn 2000 fut annulé. Les Suédois avaient besoin de nouveaux chars, mais en développer de nouveaux eux-mêmes n'était plus économiquement rationnel. En 1991, il fut décidé d'acheter des machines étrangères. Un appel d'offres fut lancé auquel participèrent 3 chars, l'américain M, un A, 2 Abrams, le Léopard, 2 Allemands améliorés et le prototype français Leclerc. Les essais se soldèrent par la victoire du Léopard 2, l'Abrams américain prit la 2e place et le Leclerc fut écarté en partie parce qu'il était encore en phase de développement. En 1994, la Suède loua à l'Allemagne 160 Léopards, 2 à 4 obsolètes, sous la désignation Stridsvagn 121, en attendant la livraison des nouveaux Léopards 2 à 5, qui deviendraient les Stridsvagn 122. Mais avant de reformer le vieux Stridsvagn 103, les militaires décidèrent de mener une toute dernière expérience. À la fin des années 90 du XXe siècle, sur le terrain de manœuvre de Kvarn, on organisa un exercice militaire. 7 chars, Stridsvagn 103 prirent des positions défensives contre 7 Léopards, 2 à 4 Allemands flambant neufs, Stridsvagn 121. Le résultat fut stupéfiant. Les chars sans tourelle vieux de 30 ans, que tout le monde considérait comme obsolètes, détruisirent les 7 Léopards modernes en ne perdant qu'une seule machine. La silhouette basse, la haute cadence de tir du chargement automatique, la capacité à prendre et quitter rapidement des positions de tir en marche arrière, toutes ces particularités donnèrent à la vieille construction un avantage décisif dans le combat défensif. Le char sans tourelle, dont on riait 40 ans plus tôt, avait écrasé le meilleur char de combat d'Europe de l'époque. Mais ce fut le chant du cygne du Stridsvagn 103. L'année 1997 fut la dernière pour ce char. Il fut réformé non pas parce qu'il combattait mal. Il ne participa jamais à de réelles actions de combat. La raison était plus prosaïque. Les chars modernes possédaient des caméras thermiques, des systèmes de conduite de tir informatisés et la possibilité de faire feu avec précision en mouvement. Le Stridsvagn 103, avec son canon de 105 mm et ses instruments analogiques, était simplement moralement obsolète. 30 ans de service sont un excellent résultat pour n'importe quel char, et pour une construction aussi inhabituelle, c'est une véritable prouesse. L'histoire du Stridsvagn 103 est unique. L'ingénieur Sven Berge proposa une idée folle, un char sans tourelle, et réussit à convaincre tout un pays de construire 290 de ces machines. Tous prédisaient un échec, mais le char s'avéra si performant qu'il servit pendant 3 décennies et vainquit son successeur lors du duel final. Quel est donc le secret? Pourquoi cette étrange machine s'est-elle avérée viable,
alors que personne d'autre au monde n'a osé répéter l'expérience suédoise? La réponse réside dans la spécificité de la défense suédoise. La Suède n'avait pas l'intention de faire la guerre dans les déserts du Moyen-Orient ou sur les plaines d'Europe centrale. Le théâtre d'opérations suédois est fait de forêts, de collines et de lacs. Ici, ce n'est pas la capacité de faire feu à vitesse maximale, en poursuivant l'ennemi qui importe, mais la capacité d'occuper rapidement une position avantageuse, de porter un coup précis et de se replier. Pour de telles conditions, la silhouette basse, la haute cadence de tir et la possibilité de repli rapide en marche arrière se sont avérées plus importantes qu'une tourelle rotative. Le Stridsvagn 103 devint le premier char de série à moteur à turbine à gaz, ouvrant la voie au T-80 soviétique et à l'Abrams américain. Sa suspension hydropneumatique pour le pointage du canon inspira les créateurs d'autres machines. Le concept du chargement automatique et de l'équipage réduit fut également développé par la suite. Le char, que tout le monde considérait comme une impasse évolutive, a en réalité anticipé de nombreuses solutions technologiques du futur. Aujourd'hui, plusieurs Stridsvagn 103 sont conservés au musée des blindés suédois Arsenal. Tous sont en état de marche. Parmi eux se trouve l'unique prototype de la version D, un témoignage de ce qu'aurait pu être la modernisation si la guerre froide ne s'était pas terminée. Ces machines rappellent une époque où un petit pays neutre a défié tous les canons de la construction de chars et a gagné. Sven Berge a prouvé que parfois, les idées les plus folles s'avèrent être les plus vivaces.